Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 31 décembre, j'étais l'invité de LCI pour parler de plusieurs sujets. D'abord les vœux d'Emmanuel Macron, qui n'avaient pas encore eu lieu, mais bon, j'ai dit ce que j'en attendais et ce que je n'en attendais pas. Ensuite, parler des sujets d'actualité, la question de l'inflation, la question de la réforme des retraites, et puis aussi la question de la santé et de la médecine libérale en particulier. Et puis enfin, répondre aux questions sur l'avenir de la NUPES et sur la situation à la France insoumise, la question de l'affaire Quatennens, la question de la nouvelle coordination des espaces. Bref, j'ai répondu à toutes ces questions. Je vous propose de regarder cette vidéo et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Le rendez-vous politique, merci de nous retrouver. Les vœux d'Emmanuel Macron. Ce soir, le président de la République s'exprimera, comme le veut la tradition, à 20h sur LCI. Vous serez bien sûr avec nous pour en parler. Nos spécialistes, Arlette Chabot, Bastien Auger sont là, et puis notre invité, on vous a déjà présenté, Antoine Léaumont, député de l'Essonne. Vous êtes député LFI NUPES. Merci d'être avec nous. Je me tourne déjà vers vous, Arlette Chabot. Ces histoires d'allocution, alors il y a eu celle historique de François Mitterrand, les forces de l'esprit, mais pour le reste, il n'y en a pas vraiment qui ont marqué l'histoire de la vie politique. C'est-à-dire qu'au fond, les cérémonies de vœux ne sont pas le moment où un président de la République fait des annonces très précises. Les Français regardent un peu, beaucoup. Parfois, le président de la République, c'est normal, mais ce qui compte, c'est la tonalité des vœux. C'est un moment d'union, d'unité, de rassemblement. Il parle à tous les Français et c'est un moment où, évidemment, on est plutôt un peu optimiste. Voilà, donc... il n'y a pas a priori d'annonce, et même quand il y en a parfois, c'est arrivé, elle passe un tout petit peu inaperçue dans le flot d'un discours qui s'adresse à toute la nation. Donc ça doit être un moment de rassemblement. Alors on va en parler. Si vous me dites ce soir, Emmanuel Macron va présenter la réforme des retraites, je ne pense pas. On attendra effectivement le 10 janvier pour connaître le contenu. Après, il donnera une tonalité. La tonalité, encore une fois, c'est important parce qu'on sait que le président aime être optimiste. L'année dernière, il disait même qu'il était optimiste pour 2022 et pour les années qui allaient suivre. Finalement, les événements ont montré que c'était plus compliqué, évidemment, que ça. Il y a l'imprévu, évidemment, la guerre en Ukraine qui a vraiment marqué les esprits. Ce soir, quelle sera la tonalité du président? À la fois lucidité, montrer les difficultés, les inquiétudes, et en même temps, encore une fois, rassurer les Français. Galvaniser d'une certaine manière, un peu... en tout cas, pas plomber l'ambiance avec l'annonce de la réforme des retraites. On va dire plomber l'ambiance. Déjà, Bastien Auger, vous êtes bien sûr dans certaines confidences. Qu'est-ce qu'on peut attendre ce soir? Alors peut-être l'Ukraine, évoquer un peu l'Ukraine. Oui, évidemment, l'Ukraine et plus généralement ce contexte de crise. Que va vouloir faire Emmanuel Macron, si on en croit ses proches, c'est finalement jouer cette carte qu'il joue déjà beaucoup depuis plusieurs mois du président protecteur. C'est-à-dire ce que va nous dire Emmanuel Macron, c'est on a vécu une année difficile avec l'Ukraine, la crise énergétique, l'inflation. Il sait qu'il y a des critiques. Et donc, ce que va essayer de dire le président de la République, c'est au fond, je vous protège avec tous ces déplacements internationaux, avec la diplomatie, mais aussi avec les réformes qu'on mène en France. La petite musique qui revient beaucoup dans son entourage, c'est de dire finalement, on s'en sort mieux que les autres pays européens. La comparaison avec les voisins. Voilà, il y a un côté, regardez, moi je m'en sors mieux finalement que les voisins européens, on vous protège, malgré les difficultés, on essaie de faire baisser le chômage, l'inflation, c'est moins grave que dans les autres pays, c'est le discours en tout cas qui est tenu par ses proches. Donc voilà, il y aura toute cette carte du président protecteur qui va être joué, parce que les vœux, c'est aussi un moment où quelque part on assure sa propre autopromotion, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis en effet, il y a tous les chantiers qu'il va falloir dessiner pour l'année qui vient, sans aller trop dans le détail, comme le disait Arlette, parce que là aussi Emmanuel Macron veut aussi montrer qu'il prend un petit peu du recul, il veut pas apparaître comme lui-même le chef du gouvernement qui lui-même met son nez dans la réforme des retraites, même si on sait qu'il fait, que c'est lui qui prend les arbitrages, il va vouloir prendre un peu de recul et laisser aussi la priorité à son gouvernement qui fera ses annonces normalement le 10 janvier. Donc voilà, des vœux, c'est aussi un moment où on annonce les grands chantiers pour l'année qui vient, mais sans rentrer dans le détail. Alors Antoine Léaumont, je ne vous fais pas l'affront de vous poser la question, qu'attendez-vous des vœux? Je sais ce que vous allez nous répondre, mais quand même. Qu'est-ce qui est important? Ça n'arrivera pas, malheureusement. Alors, qu'est-ce qui est important de faire ressortir à ce moment pour un président de la République? Je pense que vous avez bien résumé la situation. Effectivement, les vœux, c'est un moment d'autopromotion. Donc Emmanuel Macron va sans doute nous dire que c'est dur, mais que grâce aux décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron, c'est moins dur que dans d'autres pays. Ce qu'il faudra faire, c'est faire le bilan exact de ce qu'il raconte. Parce que si on vient sur la question du chômage, par exemple, on nous dit que le chômage baisse. Quand on regarde les chiffres de novembre 2021, on a 58 000 radiations.
Donc le chômage ne baisse pas en réalité, c'est des radiations qui font que des gens sont sortis de Pôle emploi. Évidemment, s'il entre sur le sujet de la réforme des retraites, je pense qu'il ne peut pas ne pas en dire un mot, vu que c'est la grande réforme de la rentrée. S'il entre sur le sujet de la réforme des retraites, il ne pourra pas rassembler, puisque 80% des Français sont opposés à l'augmentation du départ en retraite, et je pense qu'on en parlera davantage tout à l'heure. Bien sûr. Donc, mais il y a un petit exercice, justement. Arlette Chabot le disait, il faut dynamiser un petit peu ce pays. Oui, mais c'est un peu difficile, parce que la situation concrète des gens, c'est une baisse réelle de leur pouvoir d'achat. Il y a une baisse de 3% des salaires réels. C'est la plus forte baisse depuis 1979. Et l'inflation qu'on nous présente en nous disant il n'y a que 6% d'inflation en France, c'est un chiffre global. Mais en réalité, quand on entre dans le détail, si vous prenez le fioul, par exemple, on est à 71% d'augmentation. Si on prend les pâtes, on est à 20% d'augmentation. Oui, on peut faire tout dire aux chiffres. Donc, on peut faire effectivement tout dire aux chiffres. Et c'est, je pense, l'exercice auquel va se livrer ce soir Emmanuel Macron pour essayer de dire que, globalement, tout va bien, même si c'est difficile. C'est très convenu comme exercice, et je le répète, mais il va falloir regarder point par point ce qu'il dit. Et d'ailleurs, c'est, je pense, votre travail à vous, les journalistes notamment, mais étudiez bien point par point ce qu'il dit pour savoir si oui ou non c'est vrai, puisque c'est un travail d'autopromotion. Arlette Chabot, sur cette question de l'inflation, c'est un ressort intéressant à manier finalement dans une allocution. Parce que c'est concrètement le quotidien des Français, ils ont peur de ces prix, et le président peut en revanche essayer de rassurer. C'est-à-dire qu'effectivement, il dira que la situation, ce qui n'est pas faux, en France est plutôt meilleure que dans les autres pays européens. Quand on compare, effectivement, on est à 20-25%, et même plus dans certains pays qui sont membres de l'Union européenne. Après, il y a la fin des aides. On voit bien, c'est la fin de la ristourne sur les carburants. Il y a une nouvelle aide qui va être mise en place pour ce qu'on a appelé les gros rouleurs, en tout cas ceux qui ont vraiment besoin de leur véhicule pour circuler et qui ont de faibles revenus. Donc tout ça va quand même, et puis il y aura l'augmentation aussi des tarifs du gaz et de l'électricité mi-janvier. Donc tout ça va impacter. Et c'est vrai que le chiffre global de l'inflation est plutôt bien meilleur, en tout cas meilleur que dans d'autres pays européens. Après, on regarde secteur par secteur. C'est vrai que l'alimentation, c'est tout à fait différent. Et là, les Français sortent d'une période où, évidemment, ils ont fréquenté beaucoup les magasins, les supermarchés, et ils ont acheté surtout des produits d'alimentation. Donc, ils constatent ça. Il y a une inquiétude. Je crois que l'inquiétude, elle est globale. C'est ça aussi que le président doit définir. Il y a une incertitude pour le début de cette année. Et puis, lié encore une fois au conflit ukrainien, il y a l'incertitude pour les mois qui viennent. C'est-à-dire combien de temps va durer ce conflit. Et moi, je suis encore une fois, je le répète, frappée par toutes les enquêtes d'opinion aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive en tête? Tous les instituts disent la même chose. Pour les Français, l'événement de cette année, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Donc, quelles sont les conséquences de cette guerre? Comment allons-nous en payer le prix? On sait que ceux qui en payent le prix, c'est bien sûr ceux qui sont victimes de la guerre, ce sont les Ukrainiens, mais il y a un effet ricochet sur les économies en Occident. Donc c'est ça aussi qu'il devra, cette inquiétude-là, à laquelle il devra répondre d'une manière ou d'une autre. Antoine Léaumont, bon, il y a cette conjoncture internationale qui fait finalement de chaque pays une force un peu impuissante. Alors, à la place du président de la République, on s'aperçoit qu'en comparaison avec les voisins, la situation n'est pas pire, et peut-être même de temps en temps un peu meilleure. Est-ce que vous allez, vous, la France insoumise, prendre en considération cette espèce d'impuissance inhérente au conflit, ou est-ce que vous dites non, il n'y a pas d'impuissance dans ce cas-là? Non, je crois justement qu'il n'y a pas d'impuissance et qu'on peut agir sur un certain nombre d'effets. Je vous prends un exemple très concret. On nous parle de l'augmentation des prix qui est liée à la guerre d'Ukraine. Si je vous prends l'huile de tournesol Le Sueur, on nous fait des pubs de Le Sueur en nous disant que le tournesol est produit en France. Donc normalement, le tournesol produit en France n'est pas lié à la conjoncture internationale. Bon, eh bien, il y a une augmentation du prix de 34% de cette huile. Donc il y a les prix des matières premières et oui, tout mais ça. Précisément, là, en l'occurrence, il s'agit de matières premières que nous produisons dans notre pays. Mais il y a bien des bouteilles plastiques pour mettre l'huile dedans et tout ça. À la guerre d'Ukraine. Mais justement, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est quelle est la part dans l'augmentation des prix, qui est effectivement liée à des effets d'augmentation du prix des matières premières liées à la guerre d'Ukraine, et quelle est la part qui est liée à la spéculation et à la volonté de faire du profit. Michel-Édouard Leclerc nous disait assez récemment que sur les prix des produits alimentaires pour les animaux,
On a deux grands producteurs de produits qui utilisent la même matière première. L'un demande 17% d'augmentation, l'autre demande 39%. Comment on explique cette différence entre les deux? C'est bien que l'un veut faire plus de bénéfices que l'autre. Et donc, il y a une question à se poser, qui est une question très importante pour le pouvoir d'achat des Français, qui est où va leur argent? Dans les poches de qui à la fin? Qui empoche la différence de prix qui est celle que nous constatons tous dans les supermarchés? Alors, voilà l'une des questions auxquelles Emmanuel Macron devrait répondre s'il veut parler efficacement de la question. C'est très concret de votre part, mais vous parlez de cette spéculation qui dépend des cours, mais les cours, c'est en bourse, et là, ce sont des cours internationaux. C'est un autre problème, effectivement, c'est que nous dépendons trop des marchés financiers pour notre ressource en matières premières et en produits transformés. Et c'est bien la raison pour laquelle aussi nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon de mettre tous les moyens disponibles pour relocaliser au maximum la production française. C'est-à-dire pour faire en France ce dont nous avons besoin et ce que nous sommes capables de produire. Qu'il y ait des échanges sur les marchés internationaux, ça fait partie de la vie économique naturelle désormais. Nous sommes dedans. Ce que nous devons faire, c'est assurer notre souveraineté sur le plan alimentaire et sur le plan, par exemple, aussi des médicaments. Qu'il y ait des pénuries de Doliprane en France, enfin, qui aurait imaginé ça? Nous sommes la 6e puissance économique du monde. Donc il faut que nous ayons un travail, y compris en utilisant la puissance publique avec, pour la question des médicaments par exemple, un pôle public du médicament, pour que la France soit souveraine et soit moins dépendante des aléas internationaux. Bon, autre question qui va être l'objet de nombreux débats, de nombreux conflits vraisemblablement, Bastien Auger, c'est la question des retraites. Il y a eu ce report, c'est-à-dire que les discussions devaient commencer le 15 décembre. Il y avait les élections notamment dans le service public pour définir les rapports de force des syndicats. C'est uniquement pour ça que le président Macron a repoussé, ou alors il voulait éviter la cata? C'était même les annonces qui étaient prévues initialement pour le 15 décembre. Ce qui nous a été expliqué dans l'entourage du président, c'est que l'annonce avait été reportée au 10 janvier pour permettre aux oppositions de se positionner. Quand ils disent les oppositions, ça veut évidemment dire LR, les Républicains, puisque l'espoir d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est d'obtenir les voix des LR pour cette réforme des retraites. Donc il y a eu en effet ce petit décalage pour tenter de pousser les LR à se prononcer. Ce qui ne change pas fondamentalement grand-chose au fond du sujet, puisqu'on sait que de toute façon, il y aura une annonce qui sera soit une retraite à 64 ans avec allongement de la durée de cotisation, soit une retraite à 65 ans, et que maintenant, tout l'enjeu pour le gouvernement, c'est d'une part voir ce qui se passe dans la rue, mise sur le fait que finalement, il y a presque une lassitude, ou en tout cas que les Français se sont habitués à cette idée, mais surtout voir comment les choses vont se passer à l'Assemblée nationale. Est-ce que, en effet, le gouvernement obtiendra le soutien des Républicains, ou est-ce qu'il faudra avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution? Dans tous les cas, le texte devrait passer, mais politiquement, ça n'aura pas tout à fait le même sens. Il y a deux options, Antoine Léaumont. Il y a effectivement, on fait du départ 62 à 64 ans en 2027. C'est on va dire, la projection la plus radicale, avec 65 ans l'âge de départ en retraite en 2031. Ou alors, il y a une espèce de système qui soit mixte avec sur la durée de cotisation. Vous rejetez tout? Complètement. Le problème est que il faut garantir aux gens qui ont travaillé longtemps le fait qu'ils puissent se reposer une fois arrivés à un certain âge. Nous proposons non pas 62 ans, mais nous proposons 60 ans à taux plein avec 40 annuités. La mesure que nous proposons... Qui finance, précisément, j'allais y venir. Voilà. La mesure que nous proposons, elle coûte 29 milliards d'euros. Pour la financer, premier point, vous payez les femmes comme les hommes. Parce qu'à travail égal, normalement, il devrait y avoir salaire égal également. Ça rapporte 5 milliards d'euros. Vous réduisez l'âge de départ en retraite, donc vous faites des économies sur l'assurance chômage. 4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage. Vous augmentez de 0,25 points par an pendant 5 ans le taux des cotisations sur l'assurance retraite. Ça vous rapporte 16 milliards. Et enfin, vous augmentez les cotisations sur les salaires supérieurs à 3 500 euros et ça vous rapporte 4 milliards. Total, 29 milliards. Donc il faut une vraie dynamique de l'emploi. C'est-à-dire que nous, on change complètement la logique. La logique n'est pas on essaye de faire des économies et donc on cherche comment on fait des économies. La logique est on garantit un droit retraite à 60 ans avec 40 annuités et ensuite on cherche comment financer. Ouais. Moi, je vous ai donné des mesures qui sont des mesures uniquement réalisables facilement. Mais il y a d'autres mesures qui sont possibles. Avec le programme que nous proposions, la logique voulait que nous créions aussi plus d'1 million d'emplois et que donc ça permette aussi de financer la retraite à 60 ans. Alors aujourd'hui, il y a certains professionnels qui vont vous dire on a du mal à recruter. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il y a toujours du chômage. Vrai, donc vous allez inciter... C'est effectivement vrai dans certains secteurs, mais pour l'essentiel des secteurs, à l'heure actuelle, vous avez 17 demandeurs d'emploi pour une offre d'emploi. Donc il n'est pas vrai que
dans tous les secteurs, il y ait le ça marche le pas bon dans tous nombre les d'emplois. secteurs, ce Ça que marche vous pas dites dans là, tous les 17 secteurs. pour une. Mais nous, Ouais. ce que nous proposions de faire, c'était de déployer notre économie, notamment sur la rénovation thermique du logement, notamment sur le déploiement des énergies renouvelables, avec de la formation qui est associée à ça, pour qu'on crée des emplois dans les secteurs qui sont utiles pour l'économie de notre pays. Et ce n'est pas la logique qu'a abordée Emmanuel Macron. Mais je dis une dernière chose. Cette réforme des retraites à 65 ans, elle est corrélée à la réforme de l'assurance chômage. Parce que quand vous augmentez l'âge de départ en retraite, vous augmentez aussi le chômage des seniors. Actuellement, on a un taux d'emploi des seniors. Là, en qui est revanche, de- c'est très difficile pour les plus de 50 ans de trouver 50, un travail. Précisément. Ouais. Et donc, cette réforme des retraites, elle va coûter à l'assurance chômage, nous dit le Conseil d'orientation des retraites, 4 milliards d'euros. C'est-à-dire de la dépense supplémentaire. Or, la logique voudrait que, plutôt que de faire ça, eh bien, on permette aux gens qui sont plus âgés de partir en retraite pour qu'on puisse embaucher les jeunes, parce que par ailleurs, il y a un chômage très fort des jeunes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les organisations de jeunesse appellent à une marche le 21 janvier prochain à Paris. C'est un samedi, donc normalement tout le Donc, monde à peut la venir. demande de la France Insoumise. Non, c'est les organisations de jeunesse. Nous avons rejoint leur appel parce D'accord. que nous considérons que c'est un appel utile. Et vous soutenez bien- évidemment donc cette organisation. Mais bien Ouais. sûr, enfin c'est pas une seule, c'est je crois 9 ou 10 organisations Ouais. de jeunesse, des syndicats d'organisations de jeunesse qui appellent à cette marche. Mais il faut bien comprendre la logique, c'est que les jeunes aussi, ça leur fait du tort la réforme de la retraite à 65 ans, puisque ça augmente la tension sur le marché du travail et que ça diminue leur possibilité à eux-mêmes de se faire embaucher à la sortie de leurs études ou après avoir obtenu le bac. Emmanuel Macron vous dira, ce débat-là a été tranché pendant l'élection présidentielle. C'était dans son programme, cette retraite à 65 ans. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que ce n'est pas ça qui a été tranché dans l'élection présidentielle, parce qu'au deuxième tour, la question était faut-il Marine Le Pen ou faut-il Emmanuel Macron ? On a choisi au deuxième tour d'éliminer la candidate fasciste Marine Le Pen. Mais la question de la retraite. Vous dites, à 60 ans, vous dites je veux fasciste dire, pour Marine Le si Pen, jamais- enfin, c'est assez violent. Oui, mais ouais. je n'ai absolument aucun Non, parce que problème. le fascisme a, Ah oui, a non, tué, mais j'ai absolument aucun problème à dire ça. d'accord. Elle a tué personne. jusqu'à D'autant présent. plus que Jean-Luc Mélenchon a gagné le droit de le dire lors d'un procès que Marine Le Pen lui avait fait pour la raison qu'il l'avait nommé fasciste. Et je préfère appeler un chat pour ma part. On peut dire d'extrême droite sans dire fasciste. Ouais, mais Oui, moi voilà. je préfère dire fasciste. Et puis si Marine Le Pen n'est pas d'accord avec ça, elle me fera un procès et je le gagnerai également comme Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Maintenant, pour revenir sur le fond, c'est ça qui a été tranché dans l'élection présidentielle. Si Emmanuel Macron voulait vraiment que le peuple prenne la décision sur la question des retraites, pourquoi ne ferait-il pas un référendum avec deux questions ? Préférez-vous un report de l'âge à 65 ans Et la Préférez-vous- deuxième, Ou préférez-vous une légère augmentation des cotisations afin de financer la retraite à 60 ans ? c'est votre Si on- proposition. si on faisait Cotisation ça, salariale si et on faisait patronale, les deux types de cotisations. bien sûr, les deux. pour permettre de financer l'ensemble de cette réforme des retraites. Bon, vous avez entendu la petite musique. Nous Ah. faisons une petite respiration. Nous allons accueillir un autre invité, Florian Philippot, le président des Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors, dans un premier temps, vous allez, vous deux, Antoine Léaumont et Florian Philippot, vous atteler à ce petit exercice de style qu'on vous propose, le face-à-face. La question est liée à l'actualité, avec cette grève sur toute cette semaine de nos médecins généralistes. La question que nous vous posons, c'est comment sauver la médecine libérale. Vous avez 1 minute, alors c'est très encadré, hein, évidemment. Nous allons mettre l'habillage et sur 1 minute, soyez concis, efficace. Souvent, c'est un travail qu'on demande aux journalistes. Nous vous le demandons à vous aussi, leader politique. Vous commencez, Florian Philippot. C'est parti pour 1 minute. Oui, alors d'abord, je pense qu'il faut refaire confiance tout simplement aux médecins. On a bien vu pendant toute la crise du Covid, on les a mis de côté, on a dit aux gens, vous restez chez vous, ça va très mal, vous appelez les urgences, vous allez à l'hôpital. Non, il y a les médecins de campagne, de famille, de ville, il faut leur faire confiance, ils sont bien formés. 2, arrêter les logiques d'uberisation avec toutes ces plateformes déshumanisantes et de financiarisation. Je pense que la médecine, c'est d'abord la relation à l'humain, au patient, et il faut réinstaurer cela. C'est ce que demandent évidemment les médecins. Leur donner les moyens. Ils veulent des collaborateurs, évidemment, bien évidemment. Mais je voudrais quand même aussi dire que, vous savez, l'état de santé d'une population, l'état général de santé d'une population, ça dépend aussi de ce qu'on lui prodigue. L'espérance de vie est en chute libre aux États-Unis. Je crois qu'en France, c'est pas le moment de faire des réformes comme celle de l'assurance chômage ou de la réforme des retraites qui vont tuer les gens à la tâche et qui vont dégrader le niveau de santé général de la population. Moi, je suis très intéressé à ce qu'on voit la santé comme un tout. Et il ne faut pas séparer les sujets ou les opposer les uns aux autres. L'hôpital, le médecin, l'état général de la population, c'est la même chose. Et voilà, Florian
Philippot, pile dans le mille, bravo pour la précision. Sur le contenu, évidemment, nous allons y revenir. Je vous laisse tous juges. C'est à vous, Antoine Léaumont, même question pour vous. Comment faut-il faire pour sauver la médecine libérale? C'est parti, 1 minute. Alors, déjà, on a une grève des médecins qui est une grève qui demande une augmentation de la consultation à 50 €, un doublement de la consultation. Pourquoi ils demandent ça? Eh bien, parce que, disent-ils, ils ont besoin de pouvoir embaucher pour répondre notamment aux tâches administratives et libérer du temps médical. Et par ailleurs, on a un autre problème qui est la question des déserts médicaux. Moi, je suis né dans un département rural, l'Indre, et j'y ai grandi, qui est un désert médical. Et je suis élu d'une circonscription dans l'Essonne qui est aussi un désert médical, une circonscription populaire, et notamment dans la ville de Grigny, vous avez aussi des problèmes de déserts médicaux qui fait le lien entre quartier populaire et zone rurale. Et pour répondre à cette question-là, je pense que malheureusement ce n'est pas la médecine libérale qui répond à ce problème-là. En réalité, on peut y répondre en installant des centres de santé publique et avec des médecins que nous pourrions, qui pourraient être des médecins publics. Et dans ces centres, nous pourrions avoir une mutualisation des moyens pour faire en sorte que justement les tâches administratives soient prises en compte et que la durée du temps de travail des médecins soit réduite et donc améliorée. Bravo aussi à vous. 1 minute, tous les deux, vous avez été très précis, concis. Je reviens vers chacun d'entre vous. Mais évidemment, le regard déjà, le petit débrief, Arlette Chabot, sur les propositions. Si j'ai bien compris, il y a d'un côté une médecine, c'est-à-dire ce sont des fonctionnaires payés par l'État. On fait des médecins, des salariés de l'État. C'est ça que vous dites dans les centres. C'est une possibilité qui Donc ça veut dire que c'est la fin, effectivement, de la médecine libérale. Il n'y a pas la possibilité pour les médecins de s'installer là où ils le veulent. Alors, il y a déjà des médecins qui sont payés par l'État dans les hôpitaux. Et donc la question, nous, ce que nous proposons, c'est qu'on ait des centres de santé qui soient associés à ces hôpitaux-là et dans laquelle il soit proposé à des médecins de venir s'installer en étant salariés par l'État, effectivement. Alors, mais ce qui, par ailleurs, règle un certain nombre de problèmes chez les médecins. Parce qu'il y a 2 grands sujets qui sont ceux des médecins actuellement. Premièrement, le temps de travail, qui est un réel problème chez les médecins et qu'on ne peut pas ignorer. C'est que les médecins font des heures qui sont épuisantes pour les médecins. Donc, avec un système du salariat, vous auriez un règlement de ce problème-là, puisqu'on respecte la règle des 35 heures. Et deuxièmement, le problème des tâches administratives qui sont associées au travail de médecin, et où, dans ces centres de santé, vous pourriez avoir des gens spécifiquement dédiés à répondre aux tâches administratives. Arlette Chabot. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut tout remettre à plat. On a bien compris. Ça veut dire que là, on parlait tout à l'heure des vœux du président de la République. Il va sûrement parler, en revanche, des professions de santé, auxquelles il s'adressera sans doute la semaine prochaine. Ce qu'il faut, c'est remettre tout le système à plat. Ça marche pas. C'est-à-dire, il y avait déjà des problèmes à l'hôpital avant l'épidémie, les épidémies, devrait-on dire aujourd'hui. Ça marche pas. Il y a des médecins qui, les déserts médicaux, vous aviez raison de le faire remarquer, c'est pas juste dans les régions rurales. Il y a des départements autour des grandes villes, et notamment dans la région parisienne, ce sont aussi des déserts médicaux. Donc, réorganiser un système de santé avec qu'est-ce qui relève du médecin généraliste? Si les urgences sont bourrées, si j'ose dire, s'il y a autant de gens qui s'y précipitent, c'est parce qu'il n'y a plus de généralistes. Donc au fond, c'est extrêmement compliqué, mais après avoir bricolé, mis beaucoup d'argent sur la table, on voit bien que les problèmes ne sont pas réglés. Donc ce qu'il faut faire, ce sont des états généraux, encore une fois, mais cette fois efficaces, où on réorganise le système français. Bon, même petit débrief de votre part, Bastien Auger, peut-être sur ce ministre de la Santé, François Braun, qui doit être celui qui remet tout à plat. On l'attend, celui-là, le fameux ministre de la Santé. Est-ce que c'est lui ? Oui, même si ce problème-là va remonter jusqu'à Emmanuel Macron, parce que c'est un énorme défi pour le président. Une fois qu'on aura parlé des retraites, de tous ces sujets, le sujet de la santé va être majeur cette année. Arlette le disait à l'instant, un des premiers vœux que va adresser Emmanuel Macron, ce sera au monde de la santé. Donc symboliquement, ça montre que Emmanuel Macron dit vouloir se saisir de ce sujet. Il a fait le choix de placer ça sous la coupe du CNR, ce qu'il appelle le Conseil national de la refondation, avec l'idée de faire un grand dialogue pour que quelque chose émerge. Est-ce que ça va convaincre ou pas? Ça, il y a des gros doutes là-dessus. Mais en tout cas, c'est quand même déjà quelque chose qui empoisonne un petit peu son mandat depuis son premier quinquennat. Parce que à chaque épidémie, cette question du manque de moyens à l'hôpital, de la saturation, ce problème-là est revenu. Pour l'instant, personne n'a réussi à le résoudre. Donc, est-ce que Emmanuel Macron saura convaincre? C'est toute la question. Il va sans doute en parler demain, mais ensuite, il n'y a que l'épreuve des faits qui pourra donner une réponse. Bien. Alors, Florian Philippot, je reviens vers vous. J'ai noté votre premier argument, confiance aux médecins. Mais qui ne fait pas confiance aux médecins? Si vous voulez, on l'a bien vu pendant le Covid, que les médecins ont été complètement zappés.
Le médecin n'existait pas, il n'avait pas le droit de prescrire les traitements qu'il voulait prescrire. Et je voudrais quand même, vous parler à raison de l'état de l'hôpital, je voudrais quand même introduire 2 données. D'abord, la nécessaire réintégration de tous les soignants suspendus. Je suis désolé, et des personnels administratifs. On est le dernier pays au monde où ils sont encore suspendus, où il y a cette obligation vaccinale Covid, ce qui est une honte absolue, ce qui dissuade des vocations par ailleurs. Et deuxièmement, je voudrais quand même dire que la cure d'austérité à l'hôpital, elle est liée aux politiques européennes. Qu'il a été compté par des personnes, des députés européens, le nombre de fois où la Commission européenne a demandé à la France et aux autres États membres de réduire leurs dépenses de santé, de libéraliser, d'avoir une logique financière. Alors ça a été fait par les ARS, les autorités régionales de santé, la tarification à l'activité, etc., les fermetures de lits. Eh bien ça, c'est largement aussi une logique financière, et la Commission européenne, sous l'influence de gros lobbies financiers, impose cette vision inhumaine à la santé. Moi, je pense qu'il faut rompre avec cela, ce qui suppose d'ailleurs de rompre avec l'Union européenne et de faire le Frexit. Bon, Florian Philippot, question de Bastien Auger. Question de Bastien Auger pour vous. Oui, non, parce que vous soulevez plein de sujets politiques qui sont passionnants. J'aimerais bien juste revenir avec vous sur ce que vous disiez quand vous disiez les médecins n'avaient pas le droit de prescrire pendant la crise Covid. Vous faites allusion à quoi? Est-ce que vous faites allusion notamment à la chloroquine? Je fais allusion au décret de fin mars 2020 qui ont listé un certain nombre d'interdictions pour les médecins en termes effectivement de traitement. Il y a le protocole Raoult, il y a des choses sur l'ivermectine. Je sais qu'il est impossible en France d'en parler parce que on ne sait pas pourquoi. Et il y a un tabou général, on sait pourquoi. Il y a un tabou général sur la prévention et le traitement et qu'on nous pousse depuis le début vers les vaccins ARN messagers. Avec l'efficacité qu'on connaît, on voit bien aujourd'hui. J'aimerais juste rappeler. Oui, et messieurs, s'il vous plaît. Là-dessus, j'aimerais juste Bastien rappeler aussi. On reste bien sur la question de. Non, mais quand quelque chose de faux est dit, je pense que c'est important de de dire les choses. Non, il n'y a rien de faux dans ce qu'il a dit. Non, par contre, ce qui est faux, c'est de penser qu'un médicament a été interdit pour des raisons obscures. Il y a eu des enquêtes, des protocoles scientifiques qui ont montré que la chloroquine n'avait pas respecté tous les règles du protocole scientifique. Écoutez, je ne vais pas ouvrir le débat ici de l'hydroxychloroquine. Je crois qu'il y a des médecins qui l'ont prescrite et qui pensent que ça a un effet. Il y a le professeur Raoult qui est quand même un grand spécialiste. Et il y a derrière des lobbies qui ont tout fait pour discréditer tous les médicaments sauf ceux de Pfizer. Sauf le Paxlovid qui est le seul autorisé. Voilà, je pense qu'on en tout cas, c'est pas ça qui fait que les médecins, c'est pas ça qui fait que les médecins libéraux sont en grève. Juste, ça veut dire qu'il faut accéder à la demande des généralistes, c'est-à-dire passer à 50 € la consultation déjà. Question. Alors moi, ça me paraît compliqué de doubler, de passer de 25 à 50. Je pense qu'il est légitime de la réévaluer parce que ça fait longtemps qu'elle est à peu près au même niveau et qu'une réévaluation, surtout vu l'inflation, l'augmentation pour eux aussi des tarifs de l'électricité, c'est tout à fait légitime. Après, doubler, passer à 50, ça me paraît fort de café. Je pense que ce sont des revendications syndicales. Il est logique qu'ils poussent au maximum les revendications, mais dans la négociation, je pense qu'on pourra trouver un juste milieu. Il faut aussi retrouver une politique d'aménagement du territoire parce que s'il y a des déserts médicaux, c'est parce qu'il n'y a plus les services publics, il n'y a plus les emplois, il n'y a plus tout ce qui fait que des jeunes médecins, des jeunes familles vont venir s'installer à la ville, en ville moyenne ou à la campagne. Et c'est retrouver ce sens de l'aménagement du territoire que nous avons perdu. Un État stratège pourrait le faire. Bon, merci beaucoup Florian Philippot de nous avoir donné votre point de vue et puis bonne nouvelle année à vous pour ce réveillon de Saint-Sylvestre qui se prépare. Voilà. De votre point de vue, alors maintenant je reviens Antoine Léaumont sur vos propositions. Alors embaucher, c'est un coup. Je voudrais ajouter une chose aussi, parce qu'il y a un groupe de travail transpartisan qui travaille sur le sujet à l'Assemblée nationale et qui, pour le coup, regroupe des forces politiques extrêmement variées jusqu'aux forces politiques de la majorité. Et ils font une proposition qui me semble assez intéressante et qui, en tout cas, devrait être étudiée, qui est que dans les déserts médicaux, que pour exercer, les médecins libéraux doivent avoir une autorisation. Dans les déserts médicaux, cette autorisation serait délivrée normalement, sans problème. Et dans les zones tendues, ce serait l'autorité régionale de santé qui devrait d'abord donner une autorisation. Cette autorisation serait donnée si le médecin remplace un spécialiste ou un généraliste de la même spécialité. Et elle ne serait pas donnée si jamais il y a une forte tension. Ce qui serait un moyen de faire en sorte, non pas de dire on en finit avec la liberté d'installation et on oblige les médecins à s'installer, mais de dire non, il n'y a pas une liberté d'installation totale dans les zones où c'est extrêmement tendu. Et finalement, c'est quand même une question à laquelle il faut réfléchir. Parce que les médecins, qui, à la fin, leur versent leur salaire, c'est la sécurité sociale, dans une large mesure. Donc, nous collectivisons le secteur de la santé, nous payons
avec nos cotisations une assurance maladie. Moi, je serais d'ailleurs d'avis qu'on la mette à 100% et qu'on en finisse avec les mutuelles, qu'on fasse tout rentrer dans la sécurité sociale, parce que ça coûterait moins cher et que ça serait plus simple pour les gens. Oui, mais alors là, au niveau du déficit, c'est... Ah ben non, parce que si vous réintégrez les mutuelles dans la sécurité sociale, vous avez plus ce problème de déficit-là. Et les mutuelles, juste un truc, mais qui parle à tout le monde. Les mutuelles font de la pub pour se gagner des parts de marché les unes aux autres. Ouais. C'est donc de l'argent qui ne va pas dans la santé. Et dans la sécurité sociale, on ne fait pas de la publicité. Ou alors on fait de la publicité sur des mesures qui permettent de faire diminuer les maladies. Vous voulez les interdire de faire de la publicité, par exemple, mais de réinvestir l'argent. Non, moi ce que je veux, c'est réintégrer les mutuelles dans la sécurité sociale pour passer au 100% sécu et augmenter y compris les choses qui sont couvertes par la sécurité sociale. Et quel serait leur intérêt à ces mutuelles? Elles disparaissent. Aucun, absolument aucun, ouais. Effectivement. On va contre l'intérêt économique privé, on va pour l'intérêt économique de l'ensemble des Français. Donc ça permet de mieux financer la sécurité sociale et ça permet à la fois que ce soit plus simple pour les Français et plus efficace pour leurs dépenses de santé. Mais donc, la question est posée qu'à partir du moment où le salaire des médecins, le revenu des médecins est largement dû à la dépense publique, à la sécurité sociale, eh bien, il me semble qu'on devrait pouvoir mettre un certain nombre de règles associées à cette médecine libérale. Et en particulier, moi, je trouve très intéressantes les propositions qui sont faites par ce groupe de travail transpartisan. Il y a un de mes collègues insoumis, Adrien Clouet, qui travaille à l'intérieur de ce groupe. Je trouve que ça mériterait d'être étudié, et particulièrement du fait, d'une part, que c'est transpartisan, et que donc, pour une fois, des gens essayent de travailler ensemble, indépendamment de. C'est vrai que c'est intéressant. C'est assez rare. C'est un sujet de l'organisation du système de santé. S'il faut le revoir, ça veut dire que c'est un débat à l'Assemblée. Ça doit être discuté, ça doit être un projet de loi qui doit être discuté par les parlementaires. Je pense que oui, parce que c'est une question qui concerne le peuple français. Et je pense qu'on a tous intérêt à régler cette question des déserts médicaux. Et on ne peut pas le faire d'un claquement de doigts, bien sûr, ça ne va pas se régler du jour au lendemain. Le fait d'avoir supprimé le numerus clausus, par exemple, c'est une bonne chose, nous y étions favorables. Il faut un certain temps pour former les médecins, évidemment. Et puis par ailleurs, il faut augmenter aussi les moyens à l'université pour faire en sorte que celles et ceux qui veulent devenir médecins puissent effectivement avoir des places dans les universités. Parce que si vous supprimez le numerus clausus sans augmenter le nombre de places à l'université, vous n'avez absolument pas réglé le problème. Et or, c'est la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle avec la décision d'Emmanuel Macron. Donc c'est ça qu'il faut faire d'abord. Et là, ça prendra effectivement, ça prend 10 ans pour former un médecin. Mais par ailleurs, sur les médecins qui sont d'ores et déjà formés, on peut réfléchir à un certain nombre de règles. J'en ai proposé 2. Celle de ce groupe de travail transpartisan avec un changement sur la question de la liberté d'installation et celle que je proposais tout à l'heure avec des centres de santé publics dans lesquels on propose aux médecins d'être des médecins salariés avec les 35 heures, avec des gens qui s'occupent de faire le travail administratif. Et je vous assure qu'un certain nombre de médecins, parce qu'ils ont envie aussi d'avoir une certaine tranquillité dans leur vie, qui est normale et qui est légitime, eh bien, décideront de s'installer dans ces centres de santé publics. Merci pour votre éclairage, Antoine Léaumont, sur cette question. Donc nous y reviendrons bien sûr parce qu'il y a évidemment plein de thèmes, il y a plein de thèmes à l'intérieur de celui-ci. Passons maintenant à votre actualité, la France Insoumise, la NUPES, plus généralement. Les paris vont bon train, autant se le dire. D'aucuns prévoient l'explosion de la NUPES en 2023 puisqu'on est à l'heure des vœux. J'aimerais d'ailleurs demander son avis à Bastien Auger. Mais est-ce que la NUPES va tenir en 2023, puisqu'on est au moment des prévisions? J'ai pas de boule de cristal. En fait, c'est très dur de savoir aujourd'hui si ce qui se passe, c'est au fond une crise de croissance d'un mouvement qui grandit et qui aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont du mal avec la verticalité de ce mouvement. Il y a des contestations en interne. Il y a aussi des comportements qui ont été très contestables sur la manière de gérer l'affaire Quatennens. Donc il y a toutes ces difficultés-là. Est-ce que ça présage un éclatement avec aussi des ambitions qui se diversifient? Il y a plus seulement la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon. Donc est-ce que ça veut dire un éclatement ou une crise de croissance? Ça, c'est très difficile de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, quel que soit le point de vue et l'idéologie qu'on a, c'est que, et je pense pas que vous direz le contraire, votre mouvement a aussi besoin d'une introspection pour savoir pourquoi on en est là et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Décidément, le micro, vous l'avez voulu. Voilà. Alors bon, il y a le cas des LFI et puis Arlette Chabot, il y aura à terme les élections européennes et on imagine par exemple un parti comme Europe Écologie Les Verts avoir du mal à se positionner toujours dans cette NUPES à ce moment-là. C'est-à-dire que 2024, c'est clair, c'est-à-dire les élections européennes. Et déjà, la nouvelle responsable, Marine Tondelier, qui a été élue à la tête d'Europe Écologie Les Verts, a déjà dit qu'il y aurait une liste séparés, autonomes, parce qu'effectivement, il y a des divergences assumées, exprimées déjà, entre les Insoumis, par exemple, et les Verts sur le problème européen. Après, est-ce que les socialistes feront la même chose? C'est une autre question.
On verra. En tout cas, 2024, on a compris que chacun allait suivre son propre chemin pour les européennes. C'est la raison pour laquelle 2023 est fondamental. Depuis l'arrivée de la NUPES à l'Assemblée, finalement, tout s'est pas mal passé. Chacun a eu sa part d'autonomie. On vote une motion de censure, on dépose la motion de censure tous ensemble, ou bien certains ne la signent pas. Certains votent certains amendements de projets du gouvernement, d'autres s'abstiennent, d'autres votent systématiquement contre. Donc tout ça, ça fait une espèce de... Bon, chacun s'est à peu près débrouillé. La crise, elle vient effectivement de là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire la France insoumise. Évidemment, avec le traitement de ce qu'on appelle l'affaire Quatennens. Et là, il y a des divergences à l'intérieur de la NUPES, on l'a vu, notamment avec des expressions très fortes du côté des écologistes, mais surtout une vraie division aujourd'hui à l'intérieur de la NUPES, une vraie révolte. On a vu la pétition publiée dans Le Monde il y a quelques jours par un certain nombre de responsables militants élus de la NUPES pour condamner la gestion, effectivement, de cette affaire, et puis surtout la réorganisation qui a suivi, décidée autoritairement par Jean-Luc Mélenchon. Donc non, là, c'est pas vrai. Il y a une crise avec des historiques, quand même, des proches de Mélenchon qui disent, cette fois, on n'est pas d'accord. On pourra citer des noms de Éric Coquerel, Raquel Garrido, qui ont dit on n'est pas du tout d'accord. Donc là, il y a une vraie crise. Antoine Léaumont, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a LFI, on va y revenir après, il y a les autres. Honnêtement, je ne vais pas vous dire entre nous, hein, mais d'autres l'ont fait, est-ce que certains sont plus NUPES compatibles que d'autres entre le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le PS, quand même, franchement? Alors, déjà sur la NUPES, bon, on nous promet l'éclatement de la NUPES depuis qu'elle existe, donc ce n'est pas une question nouvelle. Nous avons devant nous une bataille, qui est la bataille sur la réforme des retraites. Et je pense que sur ce sujet, il n'y aura pas une feuille de papier à cigarette entre les différentes composantes de la NUPES pour s'opposer à ce projet de loi et pour essayer de faire front commun. Par ailleurs, je suis favorable, à titre personnel, à ce que ce front soit plus large que les seules organisations politiques et que nous puissions, d'une certaine manière, nous organiser aussi avec les syndicats et avec les associations pour faire en sorte d'avoir une sorte de front populaire commun contre cette réforme des retraites. Je pense que ça serait très utile et que c'est y compris très attendu par le peuple français. Mais donc, la NUPES existe surtout à travers l'Assemblée nationale. Sur ce sujet-là, mais la question de la réforme des retraites va venir à l'Assemblée nationale. Et donc sur ce sujet-là aussi, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, je ne doute pas du fait qu'il y aura une unité. La question qui est posée par Arlette Chabot est très juste. C'est la question des élections européennes, qui sont les prochaines élections qui arrivent sur le tapis en 2024. Moi, je suis favorable au fait que nous fassions une liste commune NUPES. Pourquoi ? Parce que si nous allons diviser dans cette élection européenne, ce que nous enverrons comme message à l'issue de ces élections, quel que soit le score cumulé que nous faisons, c'est qu'il y aura probablement, il peut toujours y avoir des effondrements, mais probablement le parti d'Emmanuel Macron et le parti de Marine Le Pen qui seront assez devant, et ensuite l'ensemble des partis de gauche. Moi, je pense... Mais ça, c'est la forme, mais le fond, encore faut-il que vous soyez d'accord. Je viens d'abord sur la forme parce que c'est important. Oui, mais ça, la forme, on imagine que c'est faisable. Je viens d'abord sur la forme parce que je pense qu'il serait très mauvais d'envoyer comme message politique et comme image politique pour les années à venir le fait qu'il y a deux forces politiques et que le reste, c'est de la poussière. Parce que ce que nous avons... L'idée fausse que vous êtes d'accord sur tout n'est pas acceptable non plus. Comment ? L'idée de donner le sentiment que vous êtes d'accord sur tout, je vais y venir, mais... On arrive au fond. Je viens au fond, j'ai absolument pas de problème avec le sujet. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'élection présidentielle, nous avons réussi à montrer qu'il y avait trois grandes forces politiques. Dans l'élection législative, avec le fondement de la NUPES, nous avons réussi à faire passer la NUPES en tête de l'élection législative au premier tour. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, sur le fond, nous avons des divergences de fond avec l'ensemble des partis politiques à des divergences de fond. Pro ou anti-européen. Mais c'est pas la seule question sur laquelle nous pouvons avoir des désaccords. Comment nous avons fait pour faire la NUPES, justement, dans l'élection législative? Nous avons fait un programme partagé de gouvernement, dans lequel nous avons indiqué, sur tel point, il y a des points de désaccord, tel parti pense ça, tel parti pense ça, etc. Et donc, ça garantit une autonomie de vote à l'intérieur de l'Assemblée nationale en fonction du parti de candidature du député en question. Sauf que là, au Parlement européen, vous devez aussi faire avec d'autres pays. Précisément, mais je pense que nous pourrions adopter un système similaire. C'est-à-dire un système dans lequel nous faisons un programme, dans lequel il y a des points de désaccord qui sont clairement listés, sur lesquels il y a, sur ça, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais sur ça, on est d'accord. Mais c'est vrai, sur ça,
Sur ce petit truc-là, on n'est pas tout à fait d'accord. Ah pardon, Et on parle pas de petits trucs, on parle d'être pour ou contre l'Union européenne. Quoi, vous allez quand même vous présenter devant les électeurs en leur disant bon, vous allez voter pour une liste. Si vous êtes pro-européen, vous votez pour celle-là. Et si vous êtes anti-européen, sachez que à l'intérieur du programme partagé que nous avons fait précisément pour les élections législatives, nous avons traité la question européenne. Sûr, oui, mais c'était pas une élection sur l'Europe. Mais précisément si. Mais attendez, à l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur du Parlement européen, on ne vote pas sur pour ou contre l'Union européenne. On vote sur des mesures qui sont proposées par la Commission et sur lesquelles on vote à l'intérieur du Parlement. Donc cette question-là... Et on s'investit sur un programme commun avec 26 partenaires. Cette question... les 27, oui. Ça dépend. Mais cette question-là n'est même pas posée à l'intérieur du Parlement européen. Donc c'est quelque part, c'est une fausse question qui se tranche précisément dans les élections nationales. Donc je pense qu'on pourrait travailler à ça. Et par ailleurs, vous avez raison de dire qu'à l'heure actuelle, Europe Écologie Les Verts a annoncé qu'il souhaitait faire une liste séparée. Moi, je le regrette. Et j'espère que nous arriverons à convaincre nos partenaires de la NUPES pour l'objectif politique que j'ai donné. Si vous n'y arrivez pas, vous sanctionnez ? Et simplement pour finir... Si vous n'y arrivez pas, vous sanctionnez Europe Écologie Les Verts en disant... J'ai aucun pouvoir de sanction sur Europe Écologie Les Verts. Non, mais quand je dis vous, la France Insoumise, donc vous en aurez peut-être du pouvoir. C'est eux qui décideront. Mais je pense vraiment que, après s'être mis d'accord sur un programme partagé de gouvernement, ça enverrait un signal assez étrange de dire que nous ne sommes plus capables de nous mettre d'accord pour essayer d'être en tête de cette élection européenne. Et après l'élection européenne, nous avons une autre élection, qui est l'élection municipale. Et sur les élections municipales, je pense qu'également, nous pourrions gagner de nombreuses villes. Nous pourrions gagner de nombreuses villes si nous arrivons à avoir des accords qui refondent cette NUPES au niveau municipal. Si on revient au niveau européen sur l'Ukraine, c'était là qu'on a senti aussi des désaccords au début du conflit et de la guerre. Bien sûr. L'attitude n'est pas la même et les positions ne sont pas les mêmes du côté de la France Insoumise, évidemment, du côté des Verts qui étaient pour les livraisons d'armes et pour un soutien total et jusqu'au bout. Donc on n'est pas sur des petits sujets ou des petits désaccords. Non, ce sont des grands sujets et les questions de géopolitique en particulier sont des sujets majeurs. Et il est vrai que sur les questions géopolitiques, nous avons parfois des points de désaccord. Mais il n'y avait aucun point de désaccord entre nous, par exemple, pour condamner fermement l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. Il n'y avait aucun point de désaccord entre nous pour dire que cette agression était illégitime et que nous soutenions les Ukrainiens dans leur bataille contre la Russie. Donc, sur l'essentiel, il n'y a pas de point de désaccord. Sur la question des livraisons d'armes, effectivement, il y a un point de désaccord parce que nous considérions, nous, que livrer des armes, c'était participer à une entrée en guerre et notre objectif politique est le refus de toute escalade guerrière. Pour schématiser, on sent bien que ces élections européennes seront un sacré défi. Ça va être un défi, c'est vrai. Pour la NUPES. Il faut déjà passer l'année 2023. Hein. Il faut déjà passer l'année 2023. Oui, mais les élections on nous disait qu'on passerait pas la fin de l'année 2022 et nous l'avons fait, je pense, de belle manière. Donc, Bon, vous avez essayé de nous convaincre, ce qui n'a pas été le cas, mais peut-être en avez-vous convaincu d'autres. En tout cas, maintenant, l'autre question, LFI. Donc on voit bien, Bastien Auger a rappelé l'affaire Quatennens. Comment vous allez vivre tout cela cette année 2023 au sein même, alors là c'est même plus la NUPES, c'est LFI. Il y a de sacrées dissensions. C'est vrai. Nous avons pris une décision que nous estimions la décision la plus juste. Je rappelle quand même ce que nous avons fait. Au moment où Adrien Quatennens a fait son communiqué pour reconnaître qu'il avait frappé Céline Quatennens, il a été retiré de l'instance dirigeante du mouvement. Il était notre coordinateur du mouvement. Il ne l'était plus au lendemain. Et de l'instance du bureau de notre groupe à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons pris la décision de l'exclure pendant 4 mois. Et c'est une décision que nous avons prise avec l'ensemble du groupe. Maintenant, j'aimerais dire à mes camarades insoumis, leur envoyer un petit message quand même. Parce que je constate que sur les réseaux sociaux notamment, il y a des tensions et parfois même des mots un peu durs qui sont dits en fonction des positions des uns et des autres. Ceux qui sont pour que Adrien revienne dès demain et ceux qui sont pour que Adrien ne revienne jamais. Entre les deux positions, et d'ailleurs nous avons pris une décision intermédiaire, mais entre les deux positions, je constate que mes camarades sont parfois dans l'invective les uns vis-à-vis des autres. Et moi, je les appelle vraiment au calme, à la tranquillité. On peut avoir des points de désaccord, on peut débattre, et particulièrement sur cette question-là, qui est une question qui a été majeure dans les mois qui viennent de s'écouler. On peut débattre, on peut avoir des points de désaccord, et on peut essayer de faire mieux, en quelque sorte, trouver quelle est la meilleure décision possible. Mais par contre, s'insulter, non. S'invectiver, non. Parce que précisément ce qu'attendent nos adversaires, et particulièrement dans la période où nous allons devoir faire face à la réforme des retraites, précisément ce qu'attendent nos adversaires, c'est que nous nous divisions sur cette question-là ou sur une autre,
cela leur est égal, mais par contre que nous nous divisions, voilà l'objectif de nos adversaires. Donc j'en finis là-dessus, mais je dis à mes camarades insoumis, bonne résolution de l'année 2023, un peu plus de tranquillité serait la bienvenue. Non, mais pardon, mais les critiques qui sont adressées à votre mouvement là-dessus n'ont pas vocation, en tout cas de la part des commentateurs et des journalistes, à diviser la France insoumise. Il y a juste des questions de fond très importantes qui sont posées. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans un mouvement qui a été perçu dans l'ensemble de la population comme en pointe sur ces questions de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, il y ait des militantes ou des militants, même à l'intérieur du parti, qui ne supportent pas l'idée qu'il y ait eu cette protection autour d'Adrien Quatennens, les journalistes qui ont enquêté là-dessus et parfois été attaqués aussi par Jean-Luc Mélenchon, et que Adrien Quatennens soit encore défendu par une partie du mouvement, alors même qu'il va à la télévision pendant de longues minutes pour dire qu'au fond... Je fais un deuxième cadeau sur la question comment un parti qui défend la 6e République, la démocratie, la révocation des élus... Deux questions séparées. On ne vote pas pour désigner le dirigeant, alors que dans tous les partis on vote, sauf à la France Insoumise. Et comme il reste 2 minutes, les deux... Je réponds sur cette question. S'il vous plaît, comme il reste 2 minutes, ça fait 1 minute par cadeau. Absolument. Allons-y. Répondez sur les deux. Non, je réponds d'abord sur cette question-là, puisque c'est une autre question et je pense que j'ai assez largement répondu. Simplement pour vous dire une chose. Nous avons pris une décision, nous, au moins. Il y a d'autres mouvements dans lesquels il y a des affaires de violences sexistes et sexuelles qui ne prennent pas de décision. Et nous avons pris une décision. Des décisions très dures. Adrien Quatennens n'est plus coordinateur de notre mouvement. Adrien Quatennens n'est plus membre du bureau de notre groupe à l'Assemblée nationale. Et Adrien Quatennens est exclu pendant 4 mois de notre groupe parlementaire. Nous avons pris des décisions. Maintenant, je demande aux autres d'en faire autant. Quand il y a des affaires de violence sexuelle. Je parle de critiques en interne. Mais très bien, des autres, là. Très bien, mais précisément parce que nous sommes un mouvement féministe, nous avons pris des décisions. Les autres, non. Les autres ne prennent pas ces décisions-là. Maintenant, sur la question de la démocratie interne à l'intérieur du mouvement, nous avons une forme d'organisation qui, il est vrai, n'est pas celle d'un parti traditionnel dans laquelle il y a des congrès, des motions, des personnes qui défendent un programme, etc. et d'autres personnes qui défendent un autre programme. Nous cherchons à inventer une nouvelle forme de fonctionnement et nous tâtonnons, c'est vrai, autour de cette nouvelle forme de fonctionnement. Parce que ça tient beaucoup sur la dynamique d'un homme aussi, Jean-Luc Mélenchon. Comment fonctionnent les choses telles que nous nous les représentons? Nous n'avons pas une direction, nous avons plusieurs espaces de direction. Le bureau de l'Assemblée nationale, le conseil politique et la coordination des espaces. Je signale que dans le bureau de l'Assemblée nationale et dans le conseil politique, des gens comme Clémentine Autain, comme François Ruffin, comme Alexis Corbière, comme Éric Coquerel sont représentés. Et que donc, dans ces espaces qui font partie de notre espace global de direction de notre mouvement, les diverses positions, les diverses sensibilités peuvent être représentées. Maintenant, il y a une difficulté qu'il ne faut pas nier. C'est, on ne veut pas des formes traditionnelles des partis politiques, mais donc quelle est la nouvelle forme qu'on essaye d'inventer? Il est vrai que, je pense qu'il y a quelque chose de générationnel. C'est-à-dire que mes camarades qui ont eu d'autres expériences politiques ont du mal, je pense peut-être, à imaginer quelles peuvent être ces nouvelles formes. Moi, les plus jeunes, moi qui suis plutôt jeune, cette forme-là me convient. C'est-à-dire, je trouve que dans la coordination des espaces, ce que nous avons essayé de faire, c'est de répondre à des besoins concrets du mouvement. Et en particulier, je finis juste sur ça, en particulier, quels étaient ces besoins? On nous avait demandé de la coordination départementale, des moyens pour financer les actions locales, des locaux. Eh bien, nous sommes en train d'essayer de prendre en charge ces tâches. Maintenant, donc il n'y a pas de danger. La succession de Jean-Luc Mélenchon n'est pas ouverte, c'est pas l'ouverture des ambitions. Alors, oui ou non? C'est pas une vraie crise selon vous. Danger ou pas, oui ou non? Il est vrai que certains, non, je peux pas dire juste oui. Il est vrai que certains ont des ambitions présidentielles, mais je leur dis déjà, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir des ambitions présidentielles. Et ensuite, ça n'est pas le moment de les trancher. Merci. Rendons d'abord les moyens efficaces pour les insoumis et nous trancherons plus tard, collectivement, quel doit être notre candidat ou notre candidat à l'élection. Merci Antoine Léaumont. Merci Arlette Chabot, Bastien Auger. Voilà, il faut tenir dans les clous, c'est le principe de la télévision. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que ça m'aide toujours beaucoup. Je suis toujours très friand de ce que vous me dites sur ce que je raconte justement dans les médias. Donc n'hésitez pas, allez-y, mettez des commentaires, je les regarderai avec grand plaisir. Et je vous souhaite un petit peu en avance une très bonne année 2023 et à très bientôt pour continuer la bataille à l'Assemblée nationale.